Voici quelques questions d'intendance, comme d'habitude, pour commencer. Nous irons directement dans la matière après cette première présentation. Comme d'habitude, nous avons du français et de l'anglais qui sont disponibles au niveau d'interprète. Vous pouvez avoir accès à cette fonction. Au bas de votre page, vous verrez un bouton qui dit Interprétation. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour avoir la langue de votre choix. Pour mettre en silence l'anglais, vous pouvez cliquer sur Mute pour, de cette façon, pouvoir entendre uniquement l'interprétation. Durant cette séance, vous pourrez utiliser la caractéristique ou la fonction QA pour poser les questions en rapport à cette présentation. Pour des questions d'informatique ou de logistique ou pour des questions sur le certificat de participation, veuillez utiliser la fonction chat pour que notre équipe ECHO vous réponde en fonction de ceci. Cette séance est enregistrée et votre participation est un consentement à être enregistré. Les enregistrements seront disponibles après cette séance en français, en anglais et espagnol. Le certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique est disponible et sera donné via un lien à la fin de cette séance. Veuillez répondre au questionnaire et vous aurez ensuite accès à ce certificat de participation. Projet ECHO fait une collecte de données, participation, questions-réponses, et c'est quelque chose qui est partagé ici à l'OMS. Vos données individuelles sont désidentifiées et seront confidentielles. Ceci est utilisé pour faire des rapports, des cartes, des sondages et autres outils qui nous permettent de progresser dans notre travail. Cette séance, ainsi que toutes les autres séances, partent de la formation de l'OMS. La première, c'est le déploiement sur la vaccination. La deuxième est concentrée sur l'aide au personnel du soin de santé pour leur travail. Il existe également des ressources spécifiques sur le COVID-19. Pour ces ressources et d'autres, veuillez visiter notre Open Vaccine pour l'OMS. Nous allons voir quel est l'ordre du jour. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons de nouvelles ressources disponibles dans la lutte contre le COVID-19. Entre autres, nous avons Janssen, qui donne des informations clés sur l'utilisation de ce vaccin. Et nous avons aussi une explication pourquoi il y a des doses supplémentaires de vaccins dans la fiole et comment ça peut être utilisé. Et finalement, une checklist de supervision de soutien qui peut être utilisée aujourd'hui, demain. Ces ressources sont disponibles avec la traduction dans toutes les langues de l'ONU et sera disponible sous peu. Je voudrais également rectifier par rapport à la séance du 13 avril. On a reçu une question pour l'utilisation d'un test de secouage pour le vaccin. Ça peut être utilisé si tout le reste a été congelé, les additifs. Ces éléments, en fait, ne se trouvent pas. Et donc, le test de secouage n'est pas pour ceci. Pfizer, Moderna et Johnson ne devraient jamais être recongelés et le vaccin AstraZeneca ne devrait pas être initialement congelé. Nous avons des informations sur le contrôle de température et nous pouvons vous informer à ce sujet via nos trousseaux et nos mécanismes et tenez ceci en compte alors que vous faites la vaccination COVID-19. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur autre chose. Nous allons plonger dans les ressources, le financement pour la multiplication du vaccin COVID-19. Et nous allons voir comment nous allons mobiliser les ressources avec les partenaires. Ensuite,
et nous ouvrirons une foire aux questions. L'objectif d'aujourd'hui est de vous donner une information sur ce qui doit être fait lorsque l'on prépare un budget pour la multiplication de la vaccination de la COVID-19. Et nous voulons voir pourquoi c'est important de faire un budget proprement établi. Je vais passer la parole à Nathalie et on va peut-être devoir changer le deck des diapos. Et alors que nous attendons Nathalie, est-ce qu'elle peut peut-être se présenter pour tous les participants? Oui, merci Shoshana. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie Van de Marle. Je travaille à l'OMS et je suis une économiste de la santé. Je travaille sur les questions financières de ce secteur, en particulier l'aspect financier des programmes et des activités d'immunisation avec le financement des systèmes de santé. La présentation d'aujourd'hui se concentrera sur le budget et certaines de ces informations pourraient ne pas être des sujets qui seront faciles pour certains d'entre vous. J'essaierai de présenter ça lentement et vous verrez qu'occasionnellement, je peux vous dire que vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations si besoin est. Et ceci sera non seulement durant la présentation, mais à la fin de cette présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi c'est important de faire un budget dans le cadre du vaccin COVID-19? La raison pour laquelle nous nous concentrons sur ce sujet, c'est parce qu'en 2021, beaucoup de pays n'ont pas fait un budget pour le vaccin COVID-19 et nous ne savions pas qu'il allait y avoir un vaccin ou des vaccins disponibles. Et pour beaucoup de pays, lorsque leur budget a été préparé pour l'année suivante, il n'y a aucun poste qui était prévu pour cette question de la vaccination. Et il en a résulté que nous avons vu des pays qui se retrouvent avec un besoin de ressources pour ce budget via l'intervention ou des interventions qui ne sont pas nécessairement positives et qui ont en fait un impact négatif sur d'autres aspects et d'autres répercussions. De manière à pouvoir être clair, deux interventions que l'on a pu identifier sur base des informations qui ont été ramenées des pays. La première, c'est parce que le budget n'était pas prévu ou inclus, les ressources sont ôtées souvent du ministère de la Santé, de son budget, de manière à payer pour les vaccins ou en particulier la livraison de ces vaccins. Et une reprogrammation du budget veut dire que d'autres points essentiels de santé se voient défondés, si on peut appeler ça comme ça. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que les pays ont eu besoin d'accès à des dons et des prêts. Et il n'y a pas nécessairement une répercussion négative car il s'agit de quantités parfois qui ne doivent pas être rendues avec intérêt, mais les prêts même ceux donnés par les banques de développement ont souvent un risque important et un poids sur les dépenses futures de certains pays. Un pays a été identifié en ce sens qu'ils ont augmenté la pression fiscale, les taxes, et il y a d'autres pays où tout simplement les personnes étaient obligées de payer pour leur vaccin. La question pour vous à la fin de cette présentation via un sondage, c'est est-ce que vous savez comment votre pays a pu financer le développement, la mise en route du vaccin COVID-19 cette année? Est-ce que vous avez des expériences ou des connaissances que vous souhaitez partager avec nous? C'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on devrait faire pour le vaccin COVID-19? Le succès commence avec un plan qui est un plan qui est robuste et adapté au scénario. On a développé un plan et on part du principe que
on a un pourcentage de la population à vacciner, quels sont les vaccins qui vont être utilisés, comment est-ce qu'on va mettre en place, comment est-ce qu'on va livrer ce vaccin. Quand j'ai fait ceci, je dois savoir combien ça va coûter et quelles ressources vont être nécessaires, financières ou en personnel. Je dois faire en sorte également que ces ressources supplémentaires qui sont nécessaires seront disponibles dans mon pays en termes financiers ou en ressources humaines. Ici, je me concentre sur les ressources disponibles. Je veux que vous compreniez que si j'ai un plan pour la vaccination, il va peut-être avoir un besoin d'augmenter mon budget de 20%. Et est-ce que c'est réaliste ou pas? Et quand on parle d'un plan viable, ça veut dire que ça a été vérifié et qu'on a fait une comparaison par rapport aux ressources disponibles dans le pays. On nous recommande une intégration d'un plan, même avec un plan d'immunisation ou de secteur, parce que la vaccination dépend sur ce que nous appelons les coûts partagés. Le coût de la vaccination utilisera le système de santé et le personnel et les installations disponibles et nous devons intégrer tout cela dans le plan de vaccination avec également une nouvelle intervention verticale. Qu'est-ce qui est utile? Eh bien, quand on fait ce genre de plan, c'est qu'il faut comprendre d'où l'argent sort, de quel budget, et il faut que je sache comment je vais pouvoir financer cette vaccination. Idéalement, on voudrait pouvoir participer dans la préparation du budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur base du plan qui a été développé, avec un plan concentré, j'utilise beaucoup le mot plan évidemment, mais un plan qui va nous permettre de négocier pour davantage de ressources que ce que nous recevons pour les budgets d'immunisation de routine. Nous voulons également comprendre cette information et lors des réunions de préparation de budget, il faut pouvoir participer ou préparer tout le matériel pour ceux qui vont participer à ces réunions. Rappelez-vous, lorsque l'on prépare ceci, il faut se concentrer. À l'heure de demander davantage de ressources, il faut se rappeler que COVID-19 est une intervention de santé, mais aussi une intervention économique. Ça veut dire qu'il faut que le ministère de la Santé, lorsque nous négocions non seulement avec le ministère de la Santé, mais aussi avec le ministère des Finances ou de l'Économie, de manière à ce qu'ils comprennent les avantages que ceci amène à l'économie du pays. Et s'il y a un coût pour les vaccins, est un investissement qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est important ici? Rappelez-vous, je vais peut-être dans une zone de statistiques qui ne fait pas partie de votre pain quotidien, mais il faut comprendre à quel point les économies ont été impactées par cette récession globale telle que nous l'avons vu. Le PIB a été affecté. Il y a eu moins de rentrées. S'il y a moins de rentrées, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes pour que le ministère de la Santé et le ministère de la Finance donnent la priorité au budget de la santé et le budget de vaccination plutôt que d'autres budgets. Ça va être dur. Et les budgets de santé pourraient devoir être dans une situation de priorité. On a besoin davantage d'argent à cause de COVID et on voit ce qui se passe quand on ne donne pas la priorité à la santé. Et vous voyez ce qu'il se passe quand on ne donne pas la priorité à la santé. Oubliez la dette, mais bon, il ne faut pas complètement l'oublier parce que ça a un impact économique. On entend souvent dire également que le FMI et d'autres bilatéraux font des efforts pour pouvoir soit annuler la dette ou la reprogrammer. Et il en résulte que certains gouvernements auront des ressources qui seront libérées. Ces ressources supplémentaires auxquelles les gouvernements auront accès, vous devez les demander pour les vaccins et pour les dépenses du programme. Nous pensons que le programme est, je vais acheter des vaccins et puis voilà, je vais mettre mon plan en exécution, mais la mise en place et la mise en marche requiert des ressources et il faut demander des ressources pour cette partie spécifiquement.
La vaccination, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, oui, contre COVID-19, il est nécessaire d'avoir plus de ressources que ce qui est disponible initialement. Il faut que ce soit clair que vous avez suffisamment de personnel, non seulement de l'argent, mais aussi du personnel. Et vu que vous devez faire un budget, vous pouvez également chercher de la place pour des gains d'efficacité avec un programme plus vertical. Et c'est là que vous pouvez avoir davantage d'efficacité. Par exemple, les coûts de surveillance plus, c'est intégré, plus le vaccin va être distribué avec d'autres interventions moins généreuses, ça va devenir. Voici quelques exemples d'analyse et je peux peut-être parler de certaines questions auxquelles vous n'êtes pas très habitués. Je voulais vous donner un exemple de l'analytique dont nous disposons. Nous espérons pouvoir mettre ceci en ligne avec des profils pour les pays. Pour l'instant, ce n'est pas encore pleinement disponible, mais vous pouvez voir à droite des pays. Je n'ai pas voulu donner de nom, mais vous pouvez voir combien certains pays ont des questions de privatisation de santé avec des pays à moyen revenu se retrouvent dans une situation un peu bancale avec l'écran du milieu. Quelle est la partie de la dette? Combien doit le gouvernement payer pour la partie de la dette qui est assumée? Et en bas, où nous avons la santé en bleu. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de pays font confiance à la dette. Et à gauche, nous avons des pays où l'annulation de la dette est en train de se produire avec le FMI. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quand est-ce que je dois faire un budget adéquat pour COVID-19? C'est la raison pour laquelle nous avons cette présentation. L'année fiscale ou les années fiscales vont commencer à être budgétisées pour dans les prochaines semaines. Votre pays va devoir se préparer et vous devez faire en sorte qu'il y ait un budget pour le vaccin COVID l'année prochaine parce que nous allons véritablement multiplier et augmenter à l'heure de vacciner 40, 50, 60 de la population selon la population objective. Cette année, il y a une formulation de budget avec l'approbation. Dans certains pays, ces conversations sont menées au Congrès. Dans d'autres pays, les conversations, les négociations sont faites avant. Et peut-être que vous connaissez les directeurs de budget, les responsables, et ceci vous aide certainement à pouvoir préparer vos négociations. Vous devez également savoir quand utiliser Civic, mais il s'agit du budget que l'OMS propose à l'heure de préparer un budget qui ait du sens et qui soit raisonnable. C'est un des résultats que vous avez avec Civic. Ça vous aide à la préparation d'un budget. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si les ressources publiques ne sont pas suffisantes, comment est-ce que l'on comble la différence? Nous avons nos coûts, nous avons préparé ceci par rapport aux ressources disponibles. Nous voyons que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Est-ce que je peux utiliser d'autres ressources nationales? On ne recommande pas faire ceci. Nous recommandons d'utiliser des ressources publiques parce que la vaccination a des ramifications et ceci retombe sur la responsabilité de l'intervention publique de santé. Que vous pouvez le savoir, il y a un système COVAX où les pays peuvent avoir accès à des vaccins sans coût cette année. On verra l'année prochaine. Et si les ressources publiques sont insuffisantes, vous allez demander des prêts et des dons des institutions financières internationales, mais votre plan doit être préparé et utilisé dans les négociations avec les institutions financières internationales, la Banque mondiale, la Banque de développement, la Banque asiatique et d'autres banques de développement veulent soutenir tous ces pays.
Donc, concentrer sur les ressources extérieures ou externes et utiliser ceci pour les vaccins davantage que pour les coûts de livraison. Rappelez-vous que ici, il faut un financement local et domestique. Tout ce qui sera donné aujourd'hui devra être répété à l'avenir. Sachez-le, les prêts sont souvent sous condition et vérifiez quelles sont les conditions de ces prêts. Diapositive suivante. Et au-delà du budget immédiat de COVID, il faut présenter des questions qui vont se poser à moyen terme. Vous devez savoir que vous devez comprendre vos budgets et ils doivent être menés de manière efficace à tout niveau, au niveau gouvernemental et au niveau de la livraison du centre de santé, les ressources, comment est-ce que je peux les utiliser et qu'est-ce que je peux donner, ce qui est immédiatement nécessaire et moins nécessaire. Et parfois, il y a des barrières qui empêchent de faire les choses parce que parfois, nous avons des goulots qui nous empêchent de faire les choses de manière fluide. Diapositive suivante, je crois que c'est un sondage. Je ferai le sondage à la fin. Merci. Ou je peux peut-être demander le sondage? Oui? Désolé. Alors, est-ce qu'on peut avoir le sondage, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Et Nathalie, si vous pouvez lire les questions avec les réponses. Oui, alors, il y a deux questions qui sont posées. C'est presque la même chose, mais la première se concentre sur si vous avez l'information, comment votre pays finance le vaccin, l'achat du vaccin. Est-ce que c'est avec des fonds qui ont été générés avec des ressources locales publiques, c'est-à-dire de nouvelles taxes? Est-ce que c'est avec une reprogrammation avec des ressources publiques? Est-ce que votre pays a demandé un prêt international? Et par exemple, dans le cadre du COVAX, ça tombe dans le cadre du prêt. Ou je ne sais pas. Même question pour la partie de la livraison. Donc, non seulement pour le vaccin, mais je dois également faire en sorte que les vaccins doivent être déployés. De cette façon, est-ce que vous savez si votre pays a pu mobiliser de nouvelles ressources, car nous savons que c'est un coût rajouté? Est-ce que les ressources ont été reprogrammées? Est-ce que l'on a demandé un prêt ou une intervention supplémentaire? Ou est-ce que est-ce qu'on a demandé, est-ce qu'il y a un paiement qui soit effectué lors de la vaccination ou est-ce que vous ne le savez pas? Très bien, alors répondez à ces questions. Vous pouvez donner plus d'une réponse. On va vous donner 1 minute avant de fermer ceci avec un commentaire sur les réponses qui seront données de la part de Nathalie. Et alors que nous attendons que vous répondiez à ces questions, j'attire votre attention sur le fait du chat. Étienne a mis une série de ressources en rapport avec cette séance. Veuillez avoir accès à ces ressources. C'est disponible pour vous en français, en anglais et en espagnol. Alors, équipe Eco-Inde, est-ce que nous pouvons clôturer ce sondage et voir quels sont les résultats, s'il vous plaît? Alors, Nathalie, est-ce que tu veux peut-être analyser ces résultats? Oui, alors en termes de vaccins et la manière dont les vaccins ont été payés, nous avons en fait une belle variété, je dirais. La majorité était via des prêts d'institutions financières internationales et c'est sans doute le côté COVAX. Nous avons 27% de ressources
publiques locales qui ont été reprogrammées, 24 avec de nouvelles ressources générées et ensuite des prêts. Lorsque l'on regarde les coûts de livraison, encore une fois, les prêts, c'est encore la réponse la plus fréquente, avec des institutions financières internationales pour soutenir le coût rajouté de la livraison, de très près suivi par une reprogrammation des ressources locales. C'est quelque chose que l'on voit fréquemment. Finalement, les prêts et les ressources publiques nouvellement générées à 20% et faire payer au point de livraison. Toi, réponse, je ne sais pas si ça vient du même pays, mais on voit que c'est quelque chose qui est utilisé au niveau des pays. 25% ne savent pas. Merci. Merveilleux, merveilleux. Merci à tous les participants et merci à Nathalie pour cette super présentation. Passons à Antoine qui va parler du mécanisme de mobilisation de ressources. Merci, je suis là de la part de la Messe Urgence. Vous ne connaissez peut-être pas cette plateforme de partenaires qui a été lancée au mois de février en réponse à la question COVID-19, pas seulement pour les vaccins, mais pour la santé publique au sens plus large. C'est un schéma qui vous montre ce que la plateforme des partenaires représente. C'est un endroit pour la planification, pour la préparation et également un endroit où on peut aider à galvaniser tout ce que les pays doivent faire pour être prêts et ça aide pour faire un suivi du déploiement et ceci est en rapport avec aussi parfois la première livraison de vaccins. Beaucoup d'entre vous ou de collègues ont téléchargé le plan on va parler du mapping des ressources avec les banques multidéveloppement et autres. La raison d'être de cette plateforme est pour être à plusieurs niveaux, au niveau des pays, au niveau régional ou au niveau local. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La plateforme a été lancée en accord avec la réponse stratégique. En 2020, le vaccin n'était pas inclus. En 2021, alors que l'SPRP a été lancé pour cette année, bien sûr, la vaccination est une stratégie clé à l'heure de combattre et limiter l'impact de COVID-19 verticalement. Nous avons l'opérationnel avec ce qu'on appelle les activités incluses avec d'autres activités comme les recherches, par exemple. Pour ceux qui ont été sur la plateforme, vous devriez reconnaître ce schéma. Sinon, ça vous donne une idée de ce qui se passe avec le SPRP, où nous passons de la dernière diapositive vers la première. La dernière diapositive, c'est la coordination et la planification. La deuxième étape, c'est la préparation, formation, dossier réglementaire pour leur homologation. Et le troisième envers, c'est l'initiation de l'évaluation du vaccin. Lorsqu'on va là à la plateforme, il faut vérifier si on a une liste actualisée de manière hebdomadaire pour le lancement dans les différents pays. Quand on va sur 1A, ça vous amène sur le site web de l'OMS qui a un module spécifique sur les vaccins. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil là-dessus, spécifiquement par pays, ça vous amène directement là. La case qui est en pointillé, c'est avec les éléments actifs d'action pour les pays. On va parler un petit peu aujourd'hui de la façon dont les pays vont peut-être pouvoir télécharger leurs coûts
dans la case 1D et partager avec vous ce que le mapping pour la base de données des nations est configuré. Ici, ce qui ressemble à la première diapositive parle des besoins. Et donc, il est important, comme vous avez entendu de dater, d'avoir un système qui permette d'être transparent sur ce que sont les besoins du pays du point de vue de financement externe et fondamentalement pour pouvoir soutenir ces programmes pour les pays qui ont utilisé l'OMS. Vous pouvez, l'outil de l'OMS, vous pouvez télécharger ceci. Pour ceux qui ont eu la possibilité de voir certains plans, savoir que pas tous les pays utilisent cet outil et ont utilisé d'autres outils dans leurs besoins. Il y a donc une option manuelle avec un menu qui vous permettra, avec l'outil parallèle, d'intégrer vos besoins dans cette plateforme. Diapositive suivante. La façon de ceci est structurée dans le manuel télécharge les besoins avec sa structure en ligne avec l'orientation DVP 2.0 qui sera mise à disposition très bientôt. Dans le chapitre 4, il y a des recommandations pour vos campagnes. Tout est listé ici avec chacune de ces catégories de coûts et sous-catégories qui ne sont pas aussi larges, mais plutôt pour des marchés, pour vous donner une idée de choses dont vous aurez besoin. L'objectif numéro 2 est un exemple. Alors que beaucoup de banques de développement soutiennent le vaccin. Et donc, les 9 catégories dans le NDVP 2.0 donnent une référence avec le mapping des donateurs sera utilisé par rapport à ces catégories. Diapositive suivante. Ceci est un aperçu de ce que le manuel représente. Vous allez au menu avec les questions techniques et les sous-catégories où vous allez mettre des questions de chaîne froide et logistique et vous allez donner les paramètres avec les mêmes concepts que les paramètres des outils spécifiques. C'est l'équivalent d'un manuel. Avec des inputs. On a parlé du premier cercle avec les pays qui ont téléchargé leur plan, avec le NDVP. On doit voir également la capacité des pays de télécharger leurs besoins, que ce soit des pays qui ont utilisé l'une ou l'autre, l'un ou l'autre outil. Maintenant, nous allons parler des ressources. Il y a différents types de donateurs avec un soutien selon les besoins des pays du point de vue de COVID-19. La visibilité via la plateforme est très importante car ceci aide d'autres donateurs à faire un suivi de ce que les pays font. C'est spécifique au niveau des pays, mais ça peut être aussi utilisé au niveau régional ou local. Nous espérons que la plateforme vous permettra de pouvoir être utilisée comme outil des conversations dont Nathalie a parlé, et particulièrement avec votre ministère des Finances, de Santé et les autres partenaires, de manière de manière transparente quels sont ses besoins et aussi, tant que possible, faire un suivi du mapping des donateurs pour voir ce qui a été fait, avec l'espoir d'avoir cette conversation pour pouvoir
satisfaire les besoins nécessaires. Et on parle ici par exemple, de centres COVAX, Gavi, CDC, USAID, collecteurs, HSS et les banques multilatérales, y compris ADB, VVB et IDB. Les régions et les pays peuvent télécharger ces besoins de manière à pouvoir une conversation complète avec leur ministère de la Santé et autres partenaires. Au plus vous utilisez cette plateforme, le plus ça peut devenir utile, le plus d'informations il y a, au plus ce sera utile pour vous. Et nous espérons que la plateforme devienne utile pour les pays autour de différentes ressources. À cet effet, vous pouvez aller voir les différents sites web qui ont toutes les informations. La raison d'être de cette plateforme, c'est de vous orienter. Alors, de trouver une carte ici et là pour des choses en rapport avec les papiers, vous pouvez trouver sur le site web de la banque. Il y aura également des références croisées avec les différents partenaires. Si vous allez aux Philippines, vous pouvez voir ce qui a été fait par la Banque mondiale, IVB ou IDB. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une illustration de ce que nous avons au niveau du mapping. La cartographie, à gauche, vous avez une carte des différents pays. On retrouve les pays, par exemple le Ghana, avec des pays spécifiques, donateurs. Il est possible que nous n'ayons pas toutes les informations, mais nous essayons de capturer le plus d'informations possible. Ça peut être fait de façon globale ou régionale ici. Pour la vue, ce sont les 9 choses dont nous avons parlé. Et c'était 10 au cours de la génération antérieure. Et nous visualisons ces 9 points dont nous avons parlé. Diapositive suivante. Il y a eu une version 2.0 qui a été lancée et nous espérons que mi-avril, il y aura fin avril, il y aura une nouvelle version qui sera disponible. D'un point de vue du gouvernement, on peut personnaliser ceci selon les populations et les stratégies. Angela, je suis désolé, mais il y a des commentaires qui nous disent que la qualité de l'audio est déficiente. Est-ce que tu pourrais peut-être ouvrir davantage ton ordinateur ou utiliser des écouteurs? Oui, je vais voir si je peux changer, mais je vais essayer de parler plus fort et plus haut pour voir si ça marche. Oui, c'est mieux. Merci. Alors, il y a un encouragement pour utiliser ceci davantage avec un investissement. La plateforme vous laissera faire un téléchargement, ce qui pour les pays sera plus facile. Et j'ai parlé tout à l'heure que la version 2.1 sera publiée d'ici la fin du mois dans 60 et quelques pays, entre autres dans les six langues qui sont les langues UN, arabe, chinois, anglais, français, russe, espagnol et le portugais. Il y aura également des vidéos de promotion par pays et la séance d'écho aujourd'hui peut être utilisée également. Et nous sommes heureux d'être ici pour pouvoir partager cette plateforme avec vous. Il y a un manuel d'utilisateur, étape par étape, qui sera bientôt disponible, et une série de vidéos de démonstration et de formation qui seront disponibles sur OpenWHO. Il y aura également un soutien technique qui sera disponible.
Diapositive suivante. Que retenir de tout ceci? Pourquoi utiliser cette plateforme et faire le téléchargement? C'est une question de transparence, visibilité et responsabilité. La plateforme peut être utilisée comme un instrument pour avoir ces conversations avec Ebref, MOH, les partenaires d'immunisation et les donateurs. Les pays font une détermination de leurs coûts et peuvent télécharger ces plans et ces besoins sur la plateforme. Il y a 9 catégories communes qui sont alignées avec la structure de l'OMS, l'outil CVIC et d'autres cadres de travail, par exemple Gavi, PET, TA, Banque mondiale. Les donateurs vont demander des informations pour soutenir les besoins des pays. Indépendamment de comment les donateurs vont gérer les demandes des pays et les systèmes de gestion financière, le partage d'informations sur la plateforme de partenaires sera via ces 9 catégories communes, incluses les sous-catégories. Et finalement, les donateurs et les partenaires ont tous été demandés, on a tous demandé à tous ces partenaires et donateurs de mettre en place l'utilisation de ces catégories pour visualiser le mieux possible avec un mapping avec ces catégories qui seront sur la plateforme. Diapositive suivante. Voilà, je crois que c'est tout. Merci. Merci Angela pour cette excellente présentation. Maintenant, voyons ce qui vient pour passer ensuite à la fois aux questions. Comme toujours, vous pouvez trouver le matériel de webinaire et les enregistrements en français, anglais, espagnol sur TechDev. Voici le lien. Et vous aurez ceci également disponible après l'appel. Vous pouvez également poser des questions et parler de vos expériences sur TechNec et via Telegram. Nos prochaines séances seront concentrées sur le microplanning et la supervision de la vaccination COVID-19. Ce sera le 4 mai. Nous parlons de la participation du secteur privé le 18 mai et nos 2 dernières séances seront le 1er juin et le 15 juin. Nous ferons une évaluation de l'introduction du vaccin COVID-19 et en clôture, le 15 juin, leadership adapté pour l'introduction du vaccin COVID-19. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Nous allons maintenant commencer avec notre foire en question. Nous avons 15 minutes avec Angela, Nathalie et autres experts techniques. Veuillez mettre vos questions dans la case QA et nous allons commencer à répondre à ces questions. La première question est la suivante. Elle vient de Mohamed et je vais demander à Nathalie et Ryan pour nous parler un peu de la complexité de ces outils et des informations sur la manière d'utiliser ces outils. Oui, Nathalie, je suis heureuse de répondre. Nous avons davantage d'experts pour parler de nouvelles versions qui permettent de simplifier les choses. Ça fait un peu peur au départ, mais Raymond, je pense que tu es en ligne, peut-être que tu peux nous aider. Oui, alors l'outil CVIC est très large et ça donne également une estimation avec des informations utiles pour les prochaines étapes qui permet au pays de reproduire les budgets ou de chercher un financement interne ou externe. Et il sert également à voir les différents éléments de composantes de coûts. Je crois qu'une fois que l'on utilise cet outil et que l'on voit que cet outil est en ligne avec les instructions FBA, ça suit la même logique en termes d'ingrédients, mais aussi ça permet de pouvoir avoir différents scénarios. Par exemple,
quel va être le coût des couvertures et des scénarios sur les différentes modalités de service, campagne, etc. Je dirais plutôt que ce n'est pas complexe, mais plus complet, de manière à avoir une estimation de coût par rapport à ceci et voir quelles sont les prochaines étapes au niveau du budget de financement. Oui, merci. Alors, on peut vous donner davantage d'informations sur, par exemple, la plateforme introduction du vaccin COVID. Il y a davantage d'outils et des ressources qui sont là pour vous. Ces ressources sont déjà disponibles ou sont en préparation. Karine? Oui, alors à l'instant, nous avons l'utilisation de CVIC et nous avons également l'information globale. Je suis désolé, ma caméra n'est pas en bon état de marche. Je vais l'éteindre, voilà. Et nous avons également une séance écho. Avec des détails sur le CVIC, et comme ça a été mentionné par Nathalie et Angela, nous avons la dernière version qui est 2.1 avec de nouvelles caractéristiques. Et de cette façon, les gens et les pays peuvent passer les différents modules. Mais nous sommes heureux de pouvoir vous soutenir. Contactez-nous. Nous avons ce courrier électronique dans la case chat. Contactez-nous et nous vous aiderons avec le CVIC. Merveilleux, Karen, merci. On a une autre question sur les outils et comment l'OMS a utilisé les outils spécifiques pour obtenir le financement. Lindström et Derlibach. Comment est-ce qu'on peut obtenir le soutien des pays pour les pays? Oui, alors, je m'appelle Anne Lindström et l'obtention des financements pour le soutien de l'OMS au pays est fait de différentes façons. Tout d'abord, c'était Gavi qui venait au bureaux régionaux des pays avec un soutien substantiel pour l'AMC 92 et le 35. En 2021, l'OMS a également lancé ce qui s'appelle un plan de réponse stratégique. Et heureusement, nous avons vu que les fondateurs soutiennent l'OMS dans ce soutien du développement et de la distribution du vaccin dans les pays. Nous avons presque reçu tout ce qui était nécessaire pour les pays au niveau des bureaux régionaux et par pays. C'est presque totalement couvert. Ce n'est pas dans la banque, mais ça a été promis par les donateurs, peut-être avec un peu de retard. Et en troisième lieu, il y a les coûts de distribution qui vont être envoyés au centre COVAX. Et c'est significatif au niveau du soutien dans les pays. Et ceci deviendra paraître une chose disponible pour la réponse des équipes. Ce n'est pas seulement une question OMS, c'est également pour d'autres capacités TA qui seront disponibles. En réalité, du côté TA, je ne suis pas si inquiète, je suis plus inquiète sur ce dont Nathalie parlait, des coûts d'opération dans les pays. Lorsque les volumes des vaccins seront là, troisième, quatrième trimestre, et c'est la raison pour laquelle cette plateforme, espérons-le,
sera une bonne manière d'obtenir une visibilité et une coordination pour pouvoir soutenir les pays qui ont des difficultés à l'heure d'obtenir le financement pour les opérations. Merci. Merveilleux. Merci, Yann. Nous avons une question de Nathan. Désolé si je n'ai pas bien prononcé ce mot. Comment est-ce que les pays peuvent avoir accès au financement COVID-19 sans demander des prêts, en augmentant la pression fiscale locale ou en ayant un impact sur le reste du secteur public? Nathalie, est-ce que tu peux nous mentionner des options supplémentaires sur ce que les pays peuvent faire? C'est une question difficile. Je dirais que clairement, ça dépend des circonstances. Ce que l'on cherche, c'est un financement additionnel. Ceci peut venir dans le cas de pays à bas revenus. Nous pouvons peut-être voir que les gouvernements peuvent compenser pour les revenus manquants parce qu'il y a des efforts de reprogrammation. On a vu que le service avec des fonds supplémentaires qui peuvent être, qui devraient être consacrés à l'utilisation de la livraison supplémentaire des vaccins contre le COVID-19. Les vaccins, jusqu'à présent, pour les pays, ont été mis à disposition via COVAX, de manière à ce que l'accès aux vaccins a été un peu retardé, mais ces vaccins sont disponibles. Après 20%, on aura une conversation. Je n'ai pas encore cette visibilité, mais le défi va être pour les pays à revenus moyens et plus élevés, où nous pouvons avoir accès à ces fonds ou ces donations. Et il y aura un besoin pour mobiliser les ressources supplémentaires et ce sera via une négociation avec les dépenses gouvernementales par secteur, mais qui n'ont pas une priorité pour faire en sorte que l'économie repart et que les services sociaux et de santé ont un financement correct. Et c'est là un des défis pour les pays avec un revenu moyen. Dans certains pays, les prêts sont visibles, mais c'est un problème. Oui, je n'ai pas une réponse en résumé. Merci, Nathalie, pour avoir répondu à cette question difficile. Il n'y a pas de formule magique finalement. Nous avons une question en rapport avec le monitoring, le suivi de la sécurité. Et je vous renvoie aux diapositives et enregistrements d'autres séances. Étienne vous envoie en ce moment un lien pour ces informations sur sécurité et suivi. Question finale pour la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'OMS fait pour soutenir les pays à bas revenus pour avoir accès à ce vaccin malgré le prix augmenté et les monopoles que l'on voit? Je vous demande de donner une réponse à ce que fait l'OMS pour augmenter l'accessibilité au vaccin COVID-19. Oui, peut-être pour Diana. Non, vas-y, et puis je compléterai. Oui, bon, alors, l'accessibilité est également en rapport avec le marché local. Il y a quelques considérations difficiles avec la disponibilité. Il y a davantage de demandes que d'offres. Et il y a une concurrence sur le marché mondial pour avoir accès aux différents vaccins. COVAX
à une nombre limité de doses. Nous avons également une dépendance chez COVAX de licences d'exportation, de règles, de l'autorisation de responsabilité, etc. Il y a donc effectivement une insuffisance de disponibilité de vaccins pour le mois de mars et le mois d'avril. Et nous avons également AstraZeneca qui voit des retards et c'est normal quand on voit ce qu'il se passe avec le processus de fabrication. Mais effectivement, ça prend plus de temps que ce que nous pensions que ça allait prendre. Il y a donc effectivement un problème à l'heure d'avoir accès à davantage de doses de portefeuille. Les choses s'améliorent. Il y a davantage de pays qui sont intéressés à avoir des doses via COVAX. Il n'y a rien de signé pour l'instant, mais on voit des améliorations. Il y a également un travail sur l'approbation PQL d'autres vaccins. Le prochain est le Sinovac à la fin du mois d'avril. Et il y aura donc ces vaccins supplémentaires dans le portefeuille COVAX, avec Novavax plus tard. Pour le J&J vaccin, comme vous le savez, il vient d'être approuvé en Europe et ceci sera dans le portefeuille COVAX avec la prochaine ronde d'allocation. Pas de date encore pour l'instant, mais c'est également imminent. À rajouter, tu as quelque chose à rajouter, Diana? Je crois que ça a été bien résumé. Si vous ne me connaissez pas, je suis DA Chang Blanc et en termes d'accès et plateformes globales qui sont en place, on essaie d'accélérer les choses et au niveau micro, on travaille avec les pays sur leur plan stratégique par rapport à la priorisation de leur population et sur ce qui doit être fait dans leur analyse et le contexte de disponibilité limitée à l'heure de distribuer et déployer ces vaccins de la manière la plus équitable possible avec les différentes populations. Donc, on essaie de travailler avec les pays sur la prise de décision qui est faite au niveau national avec les groupes de conseil et les programmes d'immunisation qui donnent priorité à ces populations qui sont plus exposées au COVID. Et ceci inclut les pays qui ont des problèmes humanitaires ou des crises humanitaires ou des populations vulnérables qui ne doivent pas être mises de côté dans le déploiement et la distribution des vaccins. Eh bien, Anne et Diana, merci pour ces réponses utiles. Sur ce, je voudrais mettre un terme à cette séance. 1000 remerciements à Nathalie et à Angela pour leur superbe présentation, à tous les participants pour leurs merveilleuses questions, les experts avec leurs réponses, les interprètes pour leur merveilleux travail et nous nous retrouverons bientôt. Nous sommes heureux chaque fois que vous nous visitez. Nous aurons notre prochaine séance qui n'aura pas lieu mardi prochain, mais le 4 mai, donc dans 2 semaines. Sur ce, merci à tous et bonne matinée, après-midi ou soirée.